Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de nos podcasts Paroles d'experts d'Energetica Natura. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir le docteur Claire Merlet. Claire est médecin fonctionnel à Marseille et elle est spécialisée dans la santé de la femme et de l'enfant. Aujourd'hui, on a choisi d'aborder un thème dont on ne parle pas forcément beaucoup, qui est le thème de la micronutrition et de l'enfant. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos thérapeutes aussi pourquoi tu es spécialisée dans la santé de la femme et de l'enfant? Ouais, carrément. C'est vrai que c'est des domaines déjà qui me passionnent. Et puis, je trouve que la dimension prévention, notamment chez l'enfant, elle est juste essentielle. Parce que les enfants, forcément, ça sera les adultes de demain. Et puis, de leur donner une bonne base en termes de micronutriments, d'hygiène de vie, ça peut permettre, en tout cas, ce que j'espère aussi, de réduire tout ce qui est pathologie chronique plus tard. On sait que ces pathologies, elles sont quand même en pleine expansion de nos jours. Et donc, je me dis pouvoir apporter tout ça à des enfants qui sont en plein développement, c'est aider aussi les adultes qui seront plus tard. Et pour tout ce qui est santé de la femme, c'est vrai que je me rends compte dans la pratique qu'il y a peut-être des petits manques de compréhension de ce qui se passe au niveau hormonal chez la femme. Et donc, c'est vrai que j'ai un petit peu envie d'œuvrer pour la santé des femmes aussi en général. Alors aujourd'hui, Claire, on parle beaucoup du concept des 1000 premiers jours, cette période qui s'étend de la conception aux 2 ans révolus de l'enfant. C'est vraiment une période fondamentale et fondatrice pour la santé des enfants et des adultes de demain. Mais tout s'arrête pas à 2 ans. Carrément. Et c'est là que la micronutrition peut prendre le relais. Il y a un concept sur lequel j'aimerais bien qu'on démarre ce podcast, c'est la notion vraiment fondamentale qu'un enfant, c'est pas un mini-adulte. Complètement. C'est vrai, c'est pas du tout un mini-adulte, un enfant, parce que il est en pleine croissance. Donc forcément, il va avoir des spécificités qui lui sont propres. C'est un organisme donc qui grandit, qui se développe. Au niveau de l'ossature, ça va changer. C'est aussi, vu qu'il y a beaucoup de croissance, un métabolisme qui est vachement accéléré, amplifié. Donc des besoins énergétiques qui sont vraiment propres à ce corps qui est en pleine croissance. C'est un cerveau, des connexions neuronales aussi qui sont en train de se créer, en pleine expansion. C'est aussi un microbiote qui va petit à petit se mettre en place, parce qu'à la naissance, on est avec un microbiote assez immature, et puis petit à petit, il va se spécifier, se maturer finalement. Au niveau du système immunitaire aussi, l'enfant il va créer toute son immunité dès le début, et puis aussi après il peut y avoir des variations hormonales qui vont se mettre en place, notamment arriver à la puberté. Donc ça n'a rien à voir, on peut pas comparer le corps d'un enfant, le corps d'un adulte, parce que même avec un poids d'adulte, en fait, ça sera complètement différent chez l'enfant. Et donc justement, parfois cette situation, elle est un peu délicate à la fin de l'adolescence, où on va retrouver des ados qui ont des vrais poids d'adultes. Toi, dans ta pratique quotidienne, comment est-ce que ça se passe avec ces patients-là? Oui, ça va dépendre aussi un petit peu d'un ado à l'autre, de à quel âge on se situe. C'est vrai que un ado il peut faire 60 kilos comme un adulte, mais encore une fois, un adolescent c'est encore un organisme qui est en plein développement, et donc on peut pas tout comparer à l'adulte. Le cerveau, il est encore en maturation intense. Le système hormonal en plein boom avec la puberté, il y a énormément de changements. On peut le voir aussi avec les cycles des jeunes femmes qui sont pas du tout calés, réglés comme ça peut l'être chez l'adulte. Le capital osseux, il n'est pas encore complètement consolidé. Les besoins, en fait, tout se tourne vers l'expansion et encore la croissance. Les ados n'ont pas encore leur taille définitive. Et donc, en pratique, il faut se servir de plusieurs repères, un peu plus l'âge, où on en est aussi en termes de puberté, et s'il y en a, c'est quand même mieux de pouvoir se baser en fait sur des recommandations qui sont faites pour les enfants et pour l'adolescent. À défaut, bien sûr que on va un petit peu adapter, notamment en fonction du poids, mais c'est pas le seul indicateur sur lequel on peut se baser pour tout ce qui est recommandations, notamment en micronutrition. Alors c'est vrai que ces notions, elles sont
hyper important dans la prise en charge des enfants et des ados. Et après la physiologie, le deuxième point vraiment déterminant dans la prise en charge des enfants, c'est l'alimentation. Avant même toute idée de complémentation, vraiment, c'est peut-être le pilier fondamental. Voilà, comment tu abordes cette problématique aujourd'hui? C'est souvent problématique. Comment tu t'y prends dans ta pratique? Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de challenges sur l'alimentation, parce que même voilà, quand on est parent, qu'on veut tout bien faire, donner le meilleur à nos enfants, c'est vrai qu'il faut prendre en compte plusieurs choses. On sait déjà que nos sols sont un petit peu moins riches que il y a quelques années, donc forcément l'alimentation, elle sera peut-être un petit peu moins dense en nutriments. Et puis après, si on regarde les choses qui sont propres à l'enfant, bon bien sûr, selon les âges, il va y avoir des préférences en termes de goût, en termes de texture. C'est vrai que il y a aussi de plus en plus d'enfants qui sont un peu TDA, enfin avec des troubles de l'attention, voire de l'hyperactivité. C'est des enfants parfois qui ont une certaine anxiété finalement aussi en lien avec les différentes textures. Donc c'est vrai que ça peut être assez challengeant pour faire une alimentation diversifiée pour ces enfants. Un enfant aussi, il va petit à petit construire son rapport à sa sensation de faim, de satiété. Donc c'est aussi quand même un challenge. Et puis dès le plus jeune âge, l'enfant va construire aussi sa relation un peu plus émotionnelle finalement à l'alimentation. Et donc on sait que c'est une période en fait qui est assez charnière. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aider les enfants dans ce développement-là et de leur donner toutes les clés qu'on peut, mais en même temps, il va falloir s'adapter aussi à la réalité du terrain et aux préférences des enfants, quoi. La réalité du terrain aussi, Claire, c'est que les parents aujourd'hui, sont soumis à un tel flux d'informations, souvent ou parfois divergentes, contradictoires, que c'est difficile de s'y retrouver. Est-ce que toi, concrètement, quand tu reçois des parents justement pour accompagner leur enfant, quels sont les principaux éléments que tu leur communiques pour les rassurer ou au contraire pour qu'ils essayent de changer leurs habitudes? C'est quoi pour toi les éléments les plus importants justement concernant l'alimentation? Ouais. Déjà, je pense que ça va dépendre aussi de l'enfant, c'est-à-dire est-ce que l'enfant va globalement bien et on veut lui donner le meilleur terreau, le meilleur substrat pour son développement, ou est-ce qu'il y a vraiment des pathologies avérées, des pathologies digestives ou encore une fois par exemple des TDA, TDAH, des choses comme ça, où là l'alimentation, on va devoir faire proposer en tout cas aux parents et à l'enfant des ajustements un petit peu plus ciblés en fonction de ces problématiques. Mais sinon, moi je pense qu'il faut avant tout essayer de ménager un petit peu tout, c'est-à-dire de pas forcément chercher à être tout le temps parfait. Il faut pas que les repas ça devienne un moment de frustration pour les parents ni pour l'enfant, parce que encore une fois, comme on disait, c'est un âge où l'enfant il va créer sa relation à l'alimentation. Donc si le cadre lui paraît un petit peu trop sévère, qu'il y a beaucoup qu'à chaque fois les repas c'est un moment difficile pour tout le monde, ça vaut pas le coup. Mais peut-être aussi d'essayer d'introduire des nouvelles choses petit à petit, tout en respectant en fait le rythme de l'enfant. Mais en tout cas, je dirais que il faut pas chercher à être parfait sur tous les plans, juste essayer d'accompagner l'enfant le mieux possible sur une alimentation qui est la plus diversifiée possible, la plus brute aussi, parce que malheureusement l'alimentation qu'on nous propose les 3/4 du temps, elle est plutôt ultra transformée, et donc ça on sait que ça peut avoir un réel impact sur le développement de l'enfant, notamment encore une fois, j'en parle plusieurs fois, mais parce que c'est quand même des problématiques qui reviennent souvent sur tout ce qui est hyperactivité. Une alimentation ultra transformée, ultra sucrée, ça va avoir quand même un gros impact sur l'enfant. Donc d'essayer de pas tomber dans l'extrême, par exemple pas du tout de sucre, zéro sucre pour l'enfant, et ça peut quand même être frustrant pour lui. Et en même temps de pas céder dans l'inverse de on laisse tout faire, on donne de l'hyper transformé tout le temps, là où tout le monde va déguster aussi, parce que le comportement de l'enfant va être impacté directement par ce qu'il mange. Donc malgré tous ces différents canaux d'information, je pense qu'il faut faire
faire un peu son tri aussi, faire confiance. Et par contre, s'il y a une vraie problématique, consulter des professionnels qui sont formés pour avoir des recommandations qui sont le plus adaptées à l'enfant, le plus individualisées. Voilà, globalement, je pense qu'il est important. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'environnement moderne fragilise, fragilise les apports et l'apprentissage alimentaire. Et c'est souvent dans cette situation qu'on va faire appel à la micronutrition, justement, pas pour se substituer, mais pour compléter l'alimentation qui est proposée par les parents. Et dans ce cas-là, quand on va justement envisager des compléments alimentaires pour les enfants, quels sont, selon toi, Claire, les principaux critères qualité pour choisir des compléments alimentaires pour enfants? Aujourd'hui, il y a une offre assez pléthorique, je dois dire, mais restons sur des fondamentaux. Quels sont pour toi les incontournables en termes de qualité? Déjà, finalement, le plus gros challenge avec les enfants, surtout quand ils sont un petit peu plus en bas âge, ça va être que l'enfant accepte le complément. Déjà aussi. Et donc, qu'on soit sur une forme, une galénique que l'enfant puisse accepter, selon l'âge, ça va être difficile d'avaler des gélules, par exemple. Donc, on va plutôt être sur des liquides, des poudres, peut-être des petits comprimés à croquer. Bon, parfois, le liquide, les poudres, c'est pas gagné non plus, parce que selon les goûts, les textures, l'enfant n'est pas toujours ravi. Donc là, encore une fois, il va falloir trouver des compromis. Pareil, il faut que ça soit simple à intégrer dans la routine. Si c'est, de toute façon, tu le disais, ça se substitue pas à l'alimentation. Mais si c'est pour que l'enfant il prenne matin, midi, soir, goûter tout le temps des compléments, ça va être encore plus difficile à mettre en place. Et moi, ce que je trouve dommage, parfois dans beaucoup de compléments qu'on retrouve chez les enfants, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sucre, beaucoup d'additifs. Et donc, pour moi, c'est vraiment essentiel que la formulation, elle soit la plus simple possible, parce que c'est dommage. Encore une fois, je reprends cet exemple-là parce que je pense qu'il est assez parlant. Pour des enfants qui ont une hyperactivité, par exemple, souvent on peut remarquer qu'il y a une carence en fer, donc on va être amené à les complémenter en fer. Mais si dans ce complément de fer, en fait, c'est un sirop bourré de sucre et d'édulcorants, en fait, c'est un petit peu dommage. Ok, on va aider à soutenir la carence en fer, mais à côté, c'est bourré de sucre et on sait que ça a aussi un impact sur l'hyperactivité et la concentration et l'attention. Donc pour moi, des formules simples, c'est vraiment le plus important. Et puis après, évidemment, il faut que le dosage, la posologie soit adaptée à l'âge et au poids de l'enfant. Et c'est vrai que le défi dans cette complémentation pour les enfants, c'est de pas donner une charge mentale supplémentaire à la famille pour cette prise en charge. Elle doit rester intégrée à l'alimentation, intégrée à la routine du quotidien. Et la règle d'or, vraiment, c'est simplicité, sécurité et efficacité. Et dans ce cadre-là, ça peut vraiment être quelque chose de très intéressant. Alors, on va maintenant s'arrêter sur deux fondamentaux vraiment de la micronutrition chez les enfants, les basiques, les produits nécessaires pour optimiser le terrain, la vitamine D et le magnésium. Alors, on va commencer par la vitamine D. Claire, est-ce que toi, ça fait vraiment partie de ta routine de prescription pour les enfants? Complètement. La vitamine D, c'est un micronutriment qui est juste essentiel. On sait que la vitamine D va avoir un rôle dans énormément de mécanismes dans le corps. Déjà chez l'enfant, comme on a dit, c'est un organisme qui est en pleine croissance, donc ça va aider au niveau de la minéralisation osseuse, de l'absorption donc du calcium et être sûr que ce calcium soit bien fixé sur les os justement. Au niveau du tonus musculaire, de la régulation immunitaire, comme on disait, l'enfant, il est en pleine création, maturation de son système immunitaire, donc la vitamine D c'est juste essentiel. Ça va pouvoir aider à réguler aussi un petit peu au niveau de l'inflammation et aussi de l'équilibre neuro-hormonal. Donc la vitamine D pour moi c'est juste un essentiel, à savoir que il y a malheureusement un peu cette croyance qui traîne même ici à Marseille, enfin encore plus je pense dans le sud, de se dire c'est bon, on est dans le sud, il y a du soleil, on a assez de vitamine D. Non, ça suffit pas comme on le dit. Alors en tout cas notamment chez l'adulte, qu'il faut s'exposer minimum 30 minutes par jour, 30% de sa surface corporelle tous les jours au soleil pour bien synthétiser sa vitamine D. Et donc les 3/4 du temps on n'y est pas. Donc honnêtement, une complémentation en vitamine D pour moi elle est juste essentielle chez l'enfant. Et est-ce que tu favorises plutôt une prescription quotidienne ou une prescription trimestrielle de vitamine D? Plutôt sur une prescription qui va être une prise quotidienne en fait.
parce que on sait que c'est là où ça sera le mieux absorbé. De faire une grosse dose tous les 3 mois, en fait, ça fait une dose de charge. L'intestin va pas du tout arriver à tout absorber. Et puis après, pendant le reste du temps, il y aura plus de vitamine D. Donc, d'être sur quelque chose de quotidien, c'est quand même beaucoup plus efficace. Et après, selon l'âge et selon la préoccupation, dirons-nous, on va pas adapter les mêmes dosages. Si on est plutôt sur une prévention globale, les recommandations disent que entre 0 et 1 an, on va être plutôt autour des 400 UI par jour. Voire, on peut un petit peu augmenter sur jusqu'à 800 UI par jour si vraiment il y a un très faible ensoleillement ou des pathologies, par exemple comme l'obésité, de l'inflammation, ou sur des peaux qui sont noires, parce qu'on sait que c'est des peaux qui sont beaucoup plus protégées des UV et donc qui vont bien moins synthétiser la vitamine D. Et plutôt après 1 an, selon les âges aussi, on va plutôt être entre 800 et 1000 UI. Donc ça, c'est vraiment les recommandations globales en prévention, donc sans carence objectivée. Et par contre, si on a vraiment objectivé une carence, par exemple avec une prise de sang, on va se situer entre 30 et 50 UI par kilo de poids de corps par jour, qu'on va plafonner selon l'âge, selon des normes des limites en fait supérieures de sécurité. Et bien sûr, ça sera sur avis médical de préférence. Donc entre 0 et 1 an, on serait autour plutôt des 1000 UI par jour. Entre 1 et 10 ans, on se situe autour des 2000 UI par jour maximum. Et entre 11 et 17 ans, 4000 UI maximum. Alors ça, je rappelle bien que ce sont des doses médicales en fait, Oui. Prescrites par le médecin, puisque en fait, ce sont des doses plus élevées pour combler des carences. Donc c'est important aussi de rester dans ce cadre de prescription médicale à ces doses-là, en tout cas, ce qui n'est pas le cas de doses moindres dont tu as parlé précédemment. Alors le deuxième nutriment dont on va parler, qui est aussi parmi les plus étudiés et les plus prescrit, j'allais dire, chez les enfants, c'est le fameux magnésium qu'on a parfois tendance à minimiser, alors qu'en fait, c'est un petit trésor. Bien sûr, et même chez l'enfant, on en a besoin. C'est vrai, on en parle beaucoup chez l'adulte par rapport au sommeil, au stress, toutes ces choses-là. Mais le magnésium, il est essentiel même chez l'enfant. Il intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques. Il nous permet aussi d'ailleurs de mieux absorber la vitamine D notamment, enfin de mieux la métaboliser. Et puis voilà, on sait que sur la production d'énergie d'ATP, ça va être hyper intéressant. Sur la régulation du système nerveux, parce qu'il y a quand même des enfants aussi qui souffrent de pas mal d'anxiété, donc ça peut quand même aider au niveau du système nerveux, de la qualité du sommeil, de la réparation, la récupération et de la relaxation musculaire. Et donc, d'ailleurs, chez l'enfant, on peut retrouver des symptômes un petit peu classiques de carence en magnésium. C'est tout ce qui est un petit peu l'agitation, l'hypersensibilité, des troubles du sommeil, des douleurs un petit peu pendant la croissance, la sensation que le corps tire un petit peu, et puis une fatigue aussi qui persiste un peu. Alors, bien sûr, selon les cas, il faut investiguer un petit peu plus loin, mais déjà, et une petite complémentation en magnésium, ça peut être assez intéressant, et ça peut permettre de stabiliser un petit peu l'équilibre global du corps. Et en prévention, en gros, entre 1 et 3 ans, on se situe plutôt autour des 50 mg par jour. Et puis, s'il y a vraiment une carence, là encore, sur avis médical, on peut monter sur des dosages un peu plus élevés, entre 5 et 10 mg par kilo de poids de corps par jour. Pour conclure, Claire, sur ce sujet vraiment hyper intéressant de la micronutrition chez l'enfant, quels sont les messages forts que tu souhaites que nos thérapeutes retiennent pour ceux qui veulent peut-être se lancer dans la prise en charge justement des enfants? C'est pas le cas de tous les thérapeutes en santé fonctionnelle, mais qu'est-ce que tu peux, quels sont les messages que tu souhaites leur partager? Oui, déjà quand même ce qu'on a dit au début, pour moi ce qui est essentiel, c'est que l'enfant n'est pas un mini-adulte, il a des besoins qui sont vraiment propres. Donc ça c'est juste essentiel, que l'alimentation c'est un pilier essentiel, mais que voilà, il faut pas chercher à être parfait, il faut trouver les compromis avec l'enfant. Et puis l'hygiène de vie, en fait, d'essayer de donner les bases importantes d'hygiène de vie dès le plus jeune âge, notamment sur le sommeil aussi. Donc on a parlé un petit peu de l'alimentation, d'éviter d'avoir une alimentation qui est trop transformée, qui est plutôt riche en nutriments, et d'essayer de donner en fait un cadre à l'enfant qui soit sécuritaire pour lui, même dans son rythme de vie, dans son hygiène de vie. C'est ce qui permet d'avoir un enfant qui est moins anxieux, plus rassuré, qui
qui va grandir de façon assez épanouie. Et puis après, côté complément alimentaire, alors bien sûr, dans le cadre global, d'essayer d'aller à l'essentiel avec des choses de base. Ça sert à rien de chercher trop loin, sauf si besoin parce qu'il y a une pathologie en particulier. Mais voilà, vraiment les essentiels dont on a parlé. Pour moi, la vitamine D, le magnésium, c'est vraiment hyper important. Et ensuite, encore une fois, de bien tenir compte de l'âge, de l'état hormonal, où on en est au niveau de la puberté, par exemple, et puis du terrain global, de ce que va accepter, tolérer l'enfant. C'est hyper important, en fait, de jongler avec tout ça pour que la prise en charge soit réussie, quoi. Donc la micronutrition, elle prolonge vraiment la dynamique des 1000 premiers jours et elle va consolider cet organisme qui est encore en pleine croissance. Merci beaucoup Claire pour toutes ces informations. Merci. C'était vraiment très intéressant et c'est vraiment quelque chose de passionnant de découvrir comment on peut aider ses enfants et peut-être surtout aider les parents à s'y retrouver dans toute cette masse d'informations qu'on entend partout sur les réseaux sociaux et ailleurs. Donc voilà, recadrer un petit peu cette information avec l'avis d'un médecin spécialisé dans la prise en charge des enfants, c'était précieux. Merci beaucoup Claire. Merci Catherine. À bientôt et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de notre podcast Parole d'expert d'Energetica Natura. À bientôt.